Bonjour, ici Jean-Sébastien Tremblay et voici votre vidéo-journal du 27 mars 2024. En manchette cette semaine, le PQ à la Côte-du-Sud dans sa mire, coupable de conduite avec les facultés affaiblies même s'il réussit la côte Est, aux arts et spectacles, rencontre avec Daniel Sylvain, au sport, l'Everest en demi-finale pour la première fois de son histoire. Porté par des sondages favorables qui placent le Parti québécois au coude à coude avec la coalition Avenir Québec dans la circonscription de la Côte-du-Sud, avec 28 % des intentions de vote, le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon promet de s'investir entièrement pour conquérir l'électorat d'ici les élections provinciales de 2026. Il promet même une visite en personne d'ici la fin de l'année. Sa formation a d'ailleurs commencé sa préparation en vue du prochain scrutin provincial et elle rencontre présentement des personnes intéressées à porter ses couleurs en 2026. D'ores et déjà, M. Saint-Pierre Plamondon exclut de proposer une hausse d'impôts dans son programme électoral. Néanmoins, il est conscient qu'il devra proposer à la population des mesures alliant le soutien au peuple et la responsabilité fiscale. Les membres péquistes décideront démocratiquement du contenu de leur plateforme électorale lors d'un congrès en 2025 et leur chef invite tous ceux et celles qui veulent porter des propositions à s'impliquer avec eux. Quant à lui, l'actuel député caquiste de la Côte-du-Sud, M. Rivet, garde le cap, malgré une baisse des appuis à sa formation dans les récents sondages. Il soutient que ceux-ci ne le touchent pas beaucoup. Ce dernier appuie les décisions prises par le gouvernement ces derniers mois et il dit continuer de travailler dans la Côte-du-Sud avec humilité et fierté. Il rappelle que la CAQ a 2 ans pour démontrer au Québec qu'elle a pris les bonnes décisions. D'ailleurs, M. Rivet passera la première semaine du mois d'avril entièrement dans la circonscription. Il souhaite profiter de cette période pour faire avancer plusieurs projets. Un homme du district judiciaire de Montmagny pensait bien ne pas avoir à faire face à la justice lorsqu'il a soufflé un taux d'alcool de 0,079 %, soit 0,001 % de moins que la limite de 0,08 % prévue par le Code criminel. Malgré cela, des accusations ont été portées contre lui et il a été reconnu coupable d'avoir conduit un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies mardi, le 19 mars dernier. Le crime a été commis dans la nuit du 21 septembre 2019. Vers 2h15, l'accusé revenait d'un établissement licencié de Lévis où il avait consommé 5 à 6 consommations alcoolisées durant une période de 4 heures. Alors qu'il circulait sur le chemin des Poiriers à Montmagny, à la hauteur de l'hôtel Loiselière, il croise un véhicule autopatrouille de la Sûreté du Québec. Les 2 agents de police s'intéressent à son véhicule et font demi-tour pour le suivre. Elle constate une conduite erratique et l'intercepte à proximité de la maison Rotary sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest. Dès les premiers échanges avec celui-ci, qui a descendu sa fenêtre, les agentes sentent une forte odeur d'alcool émanant de son habitacle. De plus, elle constate que l'homme a les yeux rougis, la bouche pâteuse et de la difficulté à s'exprimer. Elle lui demande de sortir de l'automobile, ce qu'il fait en trébuchant. Elle conclut que l'homme a les capacités affaiblies par l'alcool et le met en état d'arrestation. Au poste, il passe l'ivresse-mètre qui se révèle positif pour l'accusé. En effet, il a un taux d'alcool de 0,79 % d'alcool dans le sang, soit 0,001 % de moins que la limite permise au Code criminel. Or, dans son jugement du 19 mars dernier, le juge Sébastien Proulx, qui a entendu l'affaire, rappelle qu'il est illégal et criminel de conduire tout véhicule à moteur au Canada avec un quelconque niveau d'affaiblissement de ses capacités occasionnées par la consommation d'alcool ou de drogue. L'homme a donc été déclaré coupable de l'infraction.
Considérant l'absence de facteurs aggravants et d'antécédents judiciaires, les parties ont fait une suggestion commune quant à la peine aux magistrats, soit l'opposition d'une amende de 1 000 $ et d'une interdiction de conduire de 12 mois, avec la possibilité d'obtenir un antidémarrage kilométrique sans délai. Maintenant, voici l'actualité en bref. La municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud a tenu une élection partielle le 24 mars dernier afin de remplacer le conseiller numéro 1, M. Pierre Bertrand, qui avait remis sa démission. La population a choisi d'élire M. Franz Berthemieux pour combler le siège. Ce dernier a obtenu 119 votes, soit 62 % de l'électorat, triomphant ainsi devant Mme Ariane Gagné et M. Frédéric Bélanger. Le taux de participation à cette élection a été de 26 %, c'est-à-dire 190 électeurs ont participé sur 722 inscrits. Mathieu Rivet, député caquiste de la Côte-du-Sud, annonce des investissements de près de 300 000 $ dans les MRC de Montmagny et de Lillet afin de favoriser la vie active des aînés. Concrètement, ces subventions ont été octroyées aux municipalités de Berthier-sur-Mer, Cap-Saint-Ignace et Saint-Jean-Port-Joli. Ces dernières ont réalisé des projets afin de rendre différentes infrastructures plus facilement accessibles aux jeunes du troisième âge. La Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet exprime certaines réserves sur le projet de loi libéral visant à abaisser la limite d'alcool dans le sang prévu au Code de la sécurité routière à 0,05 %. Elle craint que cette mesure risque de rendre la vie encore plus difficile aux restaurateurs. De plus, elle craint que les effets sont encore plus néfastes en région où il y a pénurie dans les services de taxi et il n'y a pas d'alternative comme le transport en commun ou les services Uber. Aux arts de spectacle, ma collègue Cathy Desjardins s'est entretenue avec Daniel Sylvain, alias DJ Dan. Cathy Desjardins, bonjour. Oui, bonjour Jean-Sébastien, ça va bien? Oui, tout à fait. Je crois que cette semaine, tu t'es entretenu avec M. Daniel Sylvain, qui est une personnalité un peu hors du commun. Oui, Daniel Sylvain, alias DJ Dan, pour ceux qui le connaissent mieux sur ce nom-là. Donc, Daniel, c'est un homme qui vient de Montmagny, il vient d'ici. Par contre, ça fait plusieurs années qu'il n'est plus dans la région. Daniel, il a commencé sa carrière de DJ au Centre civique à Montmagny. Ça a l'air que c'était la place pour aller veiller dans les années 80 à Montmagny. Moi, je suis trop jeune. Toi, ça fait pas assez longtemps que tu es dans la région ici. Mais par contre, à en croire les gens, l'ambiance était vraiment bonne au Centre civique. Donc, Daniel était aussi animateur de radio à l'époque à la radio CFEL à Montmagny. Donc, depuis, cette radio-là n'existe plus. Donc, Daniel était parti au Saguenay aussi à être animateur de radio. Par contre, après plusieurs années, les Remparts de Québec sont allés chercher Daniel au Saguenay, l'ont ramené à Québec pour lui offrir un contrat de DJ pour cette organisation-là. Depuis, ça fait environ 17 ans que Daniel est DJ pour les Remparts de Québec. Par contre, depuis ce temps-là, il a aussi conclu des contrats avec d'autres organisations sportives, là, comme les Capitales de Québec, l'équipe de baseball. Oui, c'est ça, l'équipe de baseball, puis le Rouge et Or de l'Université Laval. Donc, vraiment, un DJ qui est dans beaucoup d'organisations sportives de Québec. Puis récemment, il a eu la chance de vivre une expérience hors du commun lorsqu'on l'a appelé pour faire un remplacement, dans le fond, dans la Ligue nationale de hockey. Donc, pour la première fois de sa vie, il a eu la chance d'animer un match de la Ligue nationale. Puis, il nous en parle plus en détail là, dans notre entretien qui est disponible intégralement sur le site Internet du Journal Voix-Blanche. Récemment, on t'a offert l'opportunité d'être DJ pour un match des sénateurs d'Ottawa. Parle-moi un peu de cette expérience-là. Comment est-ce que c'est arrivé, ça? Ben, depuis une dizaine d'années, à un moment donné, je suis devenu ami avec celui qui occupe le poste de DJ pour les sénateurs. Ça fait 19 ans qu'il est là. Puis en 19 ans, il s'est fait remplacer seulement 4 fois. Donc, un peu comme moi, je me suis jamais fait remplacer un match des Remparts. Là. Quand on est là, on est passionné, puis je veux dire, on veut pas laisser notre place, ne serait-ce des fois que pour un match. Donc, comme Alex, qui est le DJ des sénateurs, il m'avait texté au mois de juin l'an dernier en me disant, ben écoute, je me planifie des vacances début mars l'an prochain.
Le calendrier des sénateurs n'est pas sorti encore, mais si jamais il y a 1 ou 2 matchs des sénateurs pendant mes vacances, ça te tenterait-tu de me remplacer? Je pense que oui. Je pense que ça me tente. J'ai déjà vécu l'expérience de faire des matchs de la Ligue nationale, mais à Québec, c'était des matchs pré-saison, quand le Canadien, pendant plusieurs années, sont venus faire des matchs pré-saison à Québec. Donc, je connaissais c'était quoi faire des matchs de la Ligue nationale, mais toujours des matchs pré-saison. Là, c'est de faire l'opportunité de faire un vrai match de saison régulière. Puis c'est aller le faire là-bas, à Ottawa. Moi, j'y vais à peu près presque à tous les ans au Centre Canadien Tower voir des matchs. Puis d'avoir l'opportunité un soir d'être là, puis d'avoir le contrôle, c'est une opportunité vraiment unique. Donc, j'étais content, vraiment content, honoré qu'on me l'offre. Puis, c'est ça, tu étais vraiment satisfait aussi de ton expérience là-bas. Là, tout s'est bien déroulé? Oui, ça s'est bien déroulé. C'est sûr que j'étais pas aussi nerveux que je croyais que j'allais l'être. Mais il faut dire que dans les jours précédents, la semaine d'avant, j'avais fait un aller-retour à Ottawa parce que mon ami m'avait dit viens passer une soirée avec moi. Première période, il m'explique, je prends des notes, j'observe, et deuxième période, il dit bon, embarque. Alors, donc, la semaine d'avant, j'avais déjà, la glace était brisée, j'avais eu l'occasion de faire un peu d'animation à ce moment-là. Donc, quand est arrivée la soirée du 1er mars, quand je me suis installé là vraiment pour le remplacer, bon, ben, comme il m'en avait fait faire un peu la semaine d'avant, c'était moins stressant, mais je dirais le gros défi, c'était plus au niveau des communications parce que on a un casque, puis on est toujours en communication avec les collègues, les gens, la personne, la directrice de production de match qui, elle, nous donne les instructions, les cues, qu'est-ce qu'on fait, quelle promo, on s'en va là, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Puis la différence, à Ottawa, ben, tout se passe en anglais. Donc, c'est un petit défi supplémentaire, mais ça, dans l'ensemble, ça a bien été. Au sport, pour une première fois de son histoire, l'Everest accède aux demi-finales. Vendredi soir, le match a bien mal débuté pour l'Everest contre les Rangers. En effet, ceux-ci sont sortis en Lyon. Lors de la première période, ils ont inscrit 3 buts en riposte. Le second 20 a bien débuté pour la Côte-du-Sud. L'attaquant Thomas Bégin a marqué son 2e but de la série pour amener l'équipe de la Côte-du-Sud dans le match. Néanmoins, quelques instants plus tard, les Montréalais ont profité d'un avantage numérique pour inscrire un 4e but au tableau indicateur. Toujours les devant, le tir et le but! Et voilà! Un autre but marqué en avantage numérique. Le dernier 20 a été parsemé de plusieurs pénalités de la part et d'autre. Au total, 9 infractions ont été décernées aux 2 équipes. En fin de match, Xavier Fournier de l'Everest a marqué son premier but des séries en désavantage numérique. Quelques instants plus tard, Guillaume Sicotte est venu mettre le clou dans le cercueil de la Côte-du-Sud en marquant un but en avantage numérique. Simon Labrec, entraîneur de la Côte-du-Sud, blâme l'indiscipline de ses joueurs pour expliquer la défaite. Le lendemain, la série s'est transportée à Montréal pour un 6e match. Celui-ci a été très serré jusqu'à la toute fin. Chaque équipe a touché le fond du filet à 2 reprises en temps régulier. Du côté de l'Everest, Alexis Côté a mené la charge pour les siens en comptant 2 buts lors du second 20. En prolongation, Serein Tibachoboy a joué les héros pour la Côte-du-Sud en marquant le 3e but décisif. Tout au long de la rencontre, le gardien de la Côte-du-Sud, Gabriel Boissonneau, s'est particulièrement illustré en réalisant 34 arrêts. En demi-finale, l'Everest affrontera le gagnant de la série opposant les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches aux Panthères de Saint-Jérôme. Cathy Desjardins, nous avons une nouvelle de dernière minute qui vient de tomber. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'il y en est?
Oui, Jean-Sébastien, on vient de recevoir en fait le rapport du coroner concernant l'incident qui s'était produit sur la rivière du Sud le 21 avril 2023. On se souvient que lors de cet accident-là, dans le fond, le véhicule de Mme Josiane Tanguay-Pelletier s'était retrouvé dans la rivière du Sud. Elle circulait sur l'autoroute 20, puis son véhicule avait dévié vers la rivière. Elle était tombée dans la rivière, malheureusement. Et puis, les secouristes n'avaient pas réussi à la sauver en temps. Donc, cet événement-là avait beaucoup fait jaser à Montmagny, dans la région, là, même au Québec d'ailleurs. On a eu des articles partout à travers le Québec qui parlaient de cet incident-là. Donc, on attendait quand même de savoir un peu avec impatience qu'est-ce qui s'était passé, puis pour enfin avoir des explications là-dessus. Puis bien, on en a. Dans le fond, le coroner a fait son enquête. Puis d'après ce qu'on comprend, c'est que ce drame-là s'est produit vraiment rapidement. Ça s'est produit en environ 15 minutes. En environ 15 minutes, le véhicule de Mme Tanguay-Pelletier s'est retrouvé dans l'eau. Dans le fond, son véhicule circulait à plus de 100 km/h sur l'autoroute 20. Elle n'aurait pas freiné, elle n'aurait pas fait de manœuvre pour revenir vers l'autoroute. Elle se serait malheureusement dirigée directement dans la rivière. Il n'est pas possible pour le moment de savoir c'est quoi les causes vraiment de cet accident-là. Le coroner n'est pas capable vraiment de les déterminer. Malheureusement, on sait que Mme Pelletier-Tanguay avait vraiment plusieurs antécédents médicaux. On parle de sclérose en plaques, on parle d'épilepsie. Il y a peut-être que ça, c'est en lien avec l'incident qui est arrivé. Malheureusement, le coroner ne peut pas le déterminer à 100 %. Donc, encore une fois, comme je disais, c'est quelque chose qui est arrivé vraiment vite. En moins de 15 minutes, son auto était submergée complètement dans la rivière. Donc, les secouristes qui sont arrivés environ 15 minutes plus tard, lorsqu'ils sont arrivés, son auto était déjà dans la rivière. Puis, le coroner a conclu que même si les pompiers de la ville de Montmagny avaient été formés pour faire du sauvetage nautique, ils n'auraient malheureusement pas eu le temps d'intervenir pour sortir Mme Tanguay-Pelletier de l'eau. Donc, un drame vraiment tragique, mais le coroner conclut que ce décès-là est malheureusement un décès accidentel. Et aussi, il souligne que la ville de Montmagny, depuis, a quand même mis en place des nouvelles mesures pour essayer d'obtenir du sauvetage nautique plus rapidement, ou même d'avoir sa propre équipe de sauvetage nautique éventuellement pour intervenir plus rapidement dans ces drames-là. Parfait. Donc, un drame accidentel, c'est ça que je comprends. Oui, c'est ça. C'est vraiment un décès accidentel. C'est malheureux pour Mme Tanguay-Pelletier, qui était une jeune femme c'était une jeune femme de 36 ans, une notaire qui avait toute sa carrière devant elle, toute sa vie devant elle. Malheureusement, ce drame-là lui a coûté la vie. Cathy Desjardins, merci beaucoup. C'est ce qui complète notre édition du Vidéojournal. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de Loi-Blanche ou l'application mobile, lequel vous tient informé des plus récents développements dans la Côte-du-Sud. Bonne semaine!